De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le Focus. Et ce soir, nous recevons Miguel Garin de l'association Wibash. Bonsoir Miguel. Bonsoir à la population européenne. Miguel qui nous a sorti la chemise de compétition. Ah, la chemise de compétition avec le tissu africain. Qui s'appelle comment? Le fameux tissu africain, dit tissu wax, qui serait apparemment un tissu fait de coton et de cire, voilà, qui représenterait l'Afrique. Sauf qu'en réalité, il s'agit d'un tissu qui représente plus, je dirais, le colonialisme qu'autre chose, puisqu'en fait... ça c'est nous en analyse. Non, mais parce qu'en fait, concrètement, moi je le porte parce que je me dis que bon, ça représente plus quelque chose qui me ressemble que quelque chose qui ne me ressemble pas. Concrètement, c'est un tissu qui, en tout cas pour la majeure partie, en tout cas tout ce qu'on connaît, à une époque en tout cas, c'était des tissus qui étaient faits en Hollande et qui ont été importés dans des régions en Afrique. Et les gens portaient ça. Et l'idée du wax, c'est, je pense, parce que, bon, on se dit que quand le tissu est froissé, un froissé, c'est parce que, voilà, on est un sous-peuple, pas sous-peuple, un sous-individu, comme il n'y avait pas de fer à repasser. Donc c'était utile, en fait, de mettre en place donc, le côté wax, donc ciré, qui maintenait le tissu, donc droit, comme nous évitant nous glacer, tu vois. Donc, voilà. Ça fait Bouga. Bouga. Le gars ne se contente pas de porter un vêtement. Le gars connaît l'histoire du vêtement. Franchement, Miguel, vous en beaucoup même. Ou il y a qu'une fois. Et je ne rigole pas. Et nous avons aussi Mayembe qui est là sur le plateau ce soir. Bonsoir Mayembe. Bonsoir à tous, bonsoir. Et Miguel est très bien habillé ce soir. Donc, tu le félicites aussi? Oui, parce qu'en arrivant, je lui ai dit, ok, vas-y, tu as mis ça. On se moque pas, cher téléspectateur. On se moque pas de lui, c'est parce qu'on aime beaucoup Miguel et on aime sa chemise en fait. Donc on veut en parler, on fait une petite arrêt sur l'image. On aura peut-être un zoom. Ça ressemble un peu à du Chanel, tes logos là. Ça va en compte. Justement, mais les motifs du tissu wax sont faits en Hollande et dans d'autres régions aux alentours, mais sont inspirés des motifs qu'on jugerait africains ou non. Non, mais Chanel, c'est pas africain. Pas rester là. Peut-être, hein. Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a quand même certaines grandes maisons de luxe qui s'inspirent vraiment de motifs africains et qui mettent à leur sauce, entre guillemets, et qui finalement font croire que c'est typiquement mais ça, mais c'est clair que non. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que c'est de l'appropriation culturelle finalement? Moi, je dirais que oui, clairement, parce que du coup, pour moi, je dirais oui, clairement, parce que du coup, qu'un créateur autre s'inspire de quelqu'un, aucun problème, tout le monde le fait. On vit dans une société, en plus aujourd'hui, qui plus est connecté, c'est tout à fait normal. Mais après, s'approprier en faisant croire que c'est toi qui as découvert, c'est toi qui as mis en place, c'est toi qui as tout fait, là, par contre, pour moi, c'est de l'appropriation. Donc, tant que ça reste de la création, je me suis inspiré, j'ai vu, j'ai entendu, ok. Maintenant, là, quand tu rentres en disant c'est le mien, c'est moi, ça m'appartient, pour moi, c'est clairement d'appropriation. Très bien. Yoël Pépin est sur le plateau avec nous ce soir. Bonsoir Yoël. Bonsoir Harold. Comment vas-tu? Ça va très bien. La semaine s'est bien passée? Tranquillement, chargé parce que beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup de mouvements un petit peu et bon, le carnaval a commencé aussi. Tu déboules? Pas aujourd'hui. En parlant de carnaval, il y a un endroit où j'aurais aimé être aujourd'hui, hier et avant-hier. C'est à Montpellier, hein, parce qu'apparemment là c'était exotique, on va dire. Bon, ok. Tu es parti sur le Montpellier, et ben on va aller sur le Montpellier. Pourquoi c'était exotique? Bon, chaque année c'est un peu la même chose, les carnavals. Oui, mais je pense que c'est comparé à nous, parce que nous, on est toujours un petit peu, on sort du truc, on nous dit qu'on a toujours comment ça s'appelle? Le couvre-feu. État d'urgence et qu'on sort. Moi j'étais à Basse-Terre le soir où c'était vendredi, c'est ça? Et bon, on était bien, mais moi on est allé un peu plus haut, on est allé à un autre endroit, la police nous a arrêtés. Ah ouais? Oui. Sérieux? Ouais. Quel motif? Ils nous ont laissé partir, mais couvre-feu. Ah, couvre-feu. Donc vous vous êtes fait arrêter. Ouais, mais il y avait tout le monde à Basse-Terre, tout le monde était là. Et patrouille dans les environs. Ouais. C'était bizarre, je sais pas. Okay. Mais ils sont pas allés directement dans le carnaval, bon. C'est bien pour eux, mais... Bon, ils attendent que les gens sortent du carnaval, quoi, pour...
J'ai l'impression, je n'ai aucune idée. Mais moi, bon, T'as pas compris en fait. on Hein. m'a renvoyé chez moi, donc bon. Moi, ce que j'ai pas compris aussi, D'accord. ce que j'ai pas compris aussi, c'est pourquoi à Pointe-à-Pitre, je reçois des vidéos de gens qui se font bombes lacrymogènes. Oui, à Pointe-à-Pitre, parce que y avait un gros mouvement bouillon à Pointe-à-Pitre après le carnaval. Mais tu es très au courant, Miguel, dis-nous tout. Moi, non, j'étais pas là. On m'a Donc dit fête sauvage, t'étais pas là? un mouvement Vous battez là? sauvage underground. Tu n'as rien En vu? tout cas, la seule chose que je sais, c'est que le son était bon. Mais j'étais pas là. En tout cas, le son était bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais concrètement, en fait, j'ai pas envie de dire des choses pour qu'on puisse dire comme Miguel a dit, mais en gros, il y avait des jeunes qui ont mis de l'ambiance pendant et après le carnaval, enfin, en tout cas, pendant et après le couvre-feu, en tout cas. Et il y a eu donc des confrontations policiers D'accord. jeunes. Comment tu vois ça? Quoi, Concrètement. la fête? Non, pas la fête. La scène, en fait. Le fait qu'il y ait des restrictions ici en Guadeloupe, pas de restrictions en France, tout le monde fait la fête, tout le monde s'amuse. Ici, on autorise des fêtes, mais plus ou moins à demi avec couvre-feu, qui occasionnent des interpellations, comme c'était le cas de Yoel, ou bien de la bombe lacrymogène in the face. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que les forces de l'ordre eux-mêmes sont un peu perdues dans ça. Donc, parce que concrètement, ils voient que c'est en mars bientôt, ils vont faire sauter tout ça. Et en Guadeloupe, il y a des gens qui jusqu'alors ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de passe vaccinal ou même un vaccin. Et je trouve ça un peu, enfin, c'est dommage. C'est dommage. Donc, on se retrouve là, le côté humain a disparu. Je pense que les gens sont restés chez eux pendant 2 ans et là. Ils ont on a besoin eu quand même de souffler? un petit moment de répit, ils ont... Enfin bon, je ne dis pas que je conçois ce que je vais dire, hein. Ils ont un peu exagéré sur l'horaire de couvre-feu, ils n'ont pas respecté, etc. Mais est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Il faut quand même se dire les choses. C'est ce qui se passe en Hexagone et c'est ce qui se passe ici. Et moi, je pense que... Parce que ce que je vais dire, c'est un peu délicat. Je vais quand même maîtriser mes propos. Mais... Prends des pincettes. Oui, je prends des pincettes, parce que bon, on est quand même à la télé. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même un deux poids, deux mesures et que lorsqu'on dit, par exemple, qu'il y a un variant hier, lorsqu'on dit qu'il y a ce genre de choses, c'est trop, pour moi, c'est stigmatiser la population guadeloupéenne. Des fois, même faire un peu trop sur la réalité. Et finalement, lorsqu'on va... lorsqu'on va... C'est-à-dire du direct. Lorsqu'on va... Ah, tu allais dire quelque chose? Il y a quelqu'un qui t'a dit, tais-toi. C'est ça. C'est sur toi. C'est ça. C'est les enfants qui me disent de ne pas aller trop loin. Donc, je ne vais pas trop loin. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Et que lorsqu'on veut stigmatiser aussi la population en disant qu'il y a un variant hier, il y a plus de morts ici, autre. Après, moi, je ne suis pas là encore une fois pour juger les gens et les chiffres. Mais je dis quand même que il y a des choses qui se font. Je fais un parallèle. Il y a Mme Taubira qui a gagné des élections de la gauche et qui est la représentante Ça c'était incroyable. de la gauche. Et ils se sont quand même... Et ils se sont quand même présentés et on dit qu'elle n'est pas représentative de la France et autres. En fait. Donc ça fait quand même encore ce deux poids, deux mesures qui est en train d'être mis en place et d'être montré en fait. Et moi je trouve que si on parle du Covid, on parle de Mme Taubira, mais il y a toujours... Deux poids, deux mesures, Paris en fait et les grandes villes françaises, Voilà, gros carnaval, grosses festivités. Voilà, et chez nous, on ne peut pas sortir, débouler et faire ce qu'on a fait depuis des années, des siècles en fait, finalement. Donc, moi je dis qu'il faut quand même que... Je fais un appel à personne, hein, mais je dis quand même qu'il faut qu'on soit objectif sur la situation et qu'on comprenne que voilà, il y a des résultats, il y a des chiffres, c'est vrai, mais quand même, Il y a une réalité qu'on il y a une vit au réalité quotidien. qu'on vit et qu'on sait qu'au quotidien. Voilà, quand on parle du couvre-feu, vous allez dans les grands, enfin, Gosier, Saint-François, vous allez à d'autres endroits, les gens ne respectent pas. Oui, ça bounce là-bas, ça va très bien. Voilà, donc bon. c'est ça. Donc moi je dis que le deux poids deux mesures, il faut quand même le maîtriser. Daryl Pézeron nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir tout le monde. Est-ce que toi tu as envie d'aller Wélélé au carnaval? Ben déjà, il y a un groupe de carnaval qui passe tout le temps près de chez moi et tout. Donc pour le moment, je n'ai pas déboulé avec eux, je les regarde et tout, mais ça ne manquera pas lorsque le jour viendra que oui, bien sûr, puisque ça fait quand même deux années où on a été privé de cela et je pense que tout le monde
Enfin, en tout cas, tous ceux qui étaient dehors, en tout cas près de chez moi, eux, ils attendaient que ça, et voilà, quoi, tout simplement. Après, est-ce qu'on doit encore parler de ce virus-là actuellement? Je trouve que on en avait parlé, je crois, il y a 2 semaines de cela, comme quoi actuellement même les médias de chez nous, que ce soit, quand je dis chez nous, je prends en compte la France, France hexagonale. France hexagonale et tout, n'en parle presque plus. Actuellement, le sujet d'actualité, c'est l'Ukraine avec la Russie, à se demander est-ce qu'on ne va pas arriver à une 3e ou 4e guerre mondiale selon ce qu'on décide de ce qui est une 3e, enfin bref. Donc voilà, après, ça permet à la Pourtant, population... le Covid n'est plus d'actualité, quoi. Mais c'est ça, c'est drôle, hein, on voit comment ça change de tendance facilement. Heureusement, il n'y a pas eu de nouveaux variants, mais s'il y avait un variant... Il y en a eu, mais ils ont fait des flops. On a eu un sous-variant d'Omicron, le BA2, mais il a fait un flop. On voit finalement que c'était plus médiatique qu'autre chose finalement, hein, ces variants-là, parce que bon... Je pense que pour être clair dessus, le Covid, moi je ne dis pas là, parce que quand on dit la Covid, c'est encore féminisé, les femmes n'ont rien fait. Moi je garde le Covid aussi. Donc, je garde le Covid aussi. Le Covid aussi. Là, laissez les femmes là où elles sont. Les meilleures de l'humanité. Laissez les femmes là où elles sont. Non, clairement, mais après... C'est banal, ça peut paraître banal ce qu'il dit, mais je comprends. Je comprends. Dans qu'est-ce que... Non, mais bref. C'est un virus, le virus, moi c'est comme ça que je vois. La maladie Covid. Laissons aux hommes et les femmes, laissons les... Non, mais on était pas... Laissons les déesses là où elles sont. Bref, c'est pas ce que j'allais dire. Non, mais clairement. Mais ça fait même pas de film. Mais ce que j'allais dire, c'est que par rapport à la médiatisation. Aux médias, c'est ça en fait. Ça montre bien que les médias, c'est eux qui dirigent le message qui doit être qui est passé. C'est-à-dire que demain matin, on ne parle plus du Covid, c'est fini. Je prends l'exemple de... C'est une période de politique, mais je prends l'exemple d'Éric Zemmour, qui a été jugé pour racisme, jugé pour certains actes. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été jugé pour certains faits répréhensibles dans tous les cas, et qui se présente au présidentiel, et qui passe à la télé. Jean-Michel Apathy a même essayé de le comparer à Dieudonné, en disant qu'il y avait du 2 poids 2 mesures, justement, que Dieudonné, lui, était interdit de parole, mais que Zemmour, lui, était de plus en plus reçu, alors qu'il tenait des propos quand même très controversés. Donc, effectivement, là, il y a vraiment un 2 poids 2 mesures à ce niveau-là. Parce que Dieudonné a été condamné, Zemmour a été condamné. C'est-à-dire que c'est le même personnage, peut-être à 2 extrémités, c'est le même personnage. Donc, pourquoi faire cette comparaison? Mais après, c'est clair. De toutes les façons, le but, dans cette élection, il fallait mettre quelqu'un d'atypique qui tourne les regards, enfin, qui attire les projecteurs, parce qu'il ne faut pas oublier. C'est une diversion. C'est une diversion. Moi, on m'a demandé la dernière fois d'expliquer qu'est-ce que Zemmour pour moi. J'ai dit, ces gens, vous voulez aller de Bastère à Anse-Bertrand, et vous savez que l'objectif, il est là. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'Alliance? On vous met un accident qui s'appelle Zemmour. Donc vous allez rester dans l'accident, parler de l'accident et autres. Et finalement, vous allez retourner chez vous à Bastère sans aller voir. Mais c'est ça, mais sans aller voir Anse-Bertrand. Donc moi, Zemmour, c'est juste. Mais on a déjà vu le bad buzz, ça fonctionne beaucoup. C'est comme ça que, comment il s'appelle, l'ancien président des États-Unis? C'était Trump, qui a eu beaucoup de bad buzz et pourtant. On a une actualité qui va devoir sortir bientôt, Trouffe sociale. On n'en a pas encore parlé, mais le réseau social de Trump, normalement, il a été lancé. On en parlera après. Mais sur, justement... il a eu beaucoup d'argent aussi. Oui. Et il a beaucoup d'argent. Clairement. Mais sur le traitement médiatique, est-ce que pour vous, les médias français sont objectifs sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Non. Ça, c'est la plus grosse blague, hein, franchement. Ils ne sont pas objectifs. Pour vous, ils ne sont pas objectifs. Partisans? On est plutôt partisans. Non, ils sont pro-ukrainiens parce que proche des États-Unis. Oui, clairement, parce que bon, apparemment, il a fait la demande, il a envoyé la demande à l'Union européenne pour intervenir par rapport à lui. C'est très spécial quand même, hein, comme situation. Hein. Mais on est dans, je vais pas dire on est dans la merde, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il fait ça juste avant les élections. C'est peut-être ça hein, aussi. Hein. C'est peut-être le petit côté, vas-y, je tente, comme ça tout le monde va se dire, waouh. Ben en fait, il passe un peu pour le pacificateur, puisque... Et on oublie la période Covid grâce à ça. Oui. Voilà. Ah ouais. C'est l'argent à venir. Pour vous, c'est Gérard Majax. On fait disparaître le Covid, pouf, et on fait apparaître Emmanuel Macron chef de guerre. Chef de guerre. Ah, il a pris la petite posture, sur une photo là. Ouais,
il fait le style. De toute façon, ça fait 3 ans qu'on est en guerre. Peut-être qu'il avait eu ça à l'avance, tu vois. Nous sommes en guerre. Non, mais c'est. Ouais, bon. Je pense pas en tout cas que eux l'apprennent maintenant. Et qu'il n'ait pas vu ça venir, c'est pas possible. On a des services secrets, on a plein de personnes qui sont infiltrées un peu partout, donc... Après, de toute façon, il faut aussi analyser les choses. Sarkozy avait Éric Bettencourt, Hollande a eu aussi ses affaires, l'affaire Mira, tout ça. Donc, à l'approche des élections, il faut que quelqu'un ait son affaire pour montrer qu'il est de Oui, mais quoi, là, il a qu'il été est vraiment sur un plan international, sur un conflit énorme entre sauver une Bettencourt qui est perdue dans une forêt et arrêter une guerre ou bien rentrer en guerre avec une superpuissance mondiale. C'est pas tout à fait pareil, les répercussions ne seront pas les mêmes. On parlera d'élections après. Mais qu'est-ce qu'ils ont à manger parce que Non, mais qu'est-ce qu'ils ont à manger? En Afrique, ça va pas. Ici, c'est pas forcément mieux. En France, ça va pas. Mais genre le Mali, ils ont fait dégager, donc ils peuvent rien dire. Ici, ça va pas forcément mieux. En France, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Donc, c'est pour moi, comme on dit, c'est le seul hameçon qu'ils avaient. Ils ont mordu et ils ont été dedans, quoi. Enfin, voilà, ils peuvent pas faire autrement. Enfin. C'est possible. Enfin, si, C'est possible. faire autrement, c'est juste simplement comme toute chaîne de télé, il faut de l'audimat et l'audimat, ben malheureusement les gens aiment les choses qui Le trash, le qui, buzz. ouais, qu'ils n'aiment pas, comme par exemple là on va parler de choses sérieuses, notamment l'eugénisme. Ben, je pense que les gens Vont pas beaucoup adhérer. Par contre, si on parle de fesses, là c'est bon. Oui, On est bon. par exemple dans Vim, Si on parle de vie, quand il y a eu comment dire, le teasing de Vim, avec tout le le petit monde- masque et tout machin, tout le monde était a chaud. dit ouais, je vais au carnaval. Mais après qu'on arrive face Faut à la être réalité, le jour du match, Il faut être vendeur. ouais. Il faut être vendeur. Mais après, c'est la question à se poser, c'est est-ce que les médias sont censés Être plier, des vendeurs ou des- être des vendeurs, montrer des l'information. informateurs. C'est vrai. C'est une grande question. Et normalement Parce que- non, mais je pense qu'après si on comment dire, après ça n'engage que moi, si on force entre guillemets la population, quand je parle de population mondiale, hein, la population à avoir des informations qui sont, je dirais non trash, c'est-à-dire des informations objectives comme c'est censé être. Je pense qu'au bout d'un moment, il y aura deux choses. Soit ils vont s'orienter vers des médias underground. De toute façon, les gens aiment toujours ce qui est underground. Bref. Parce qu'on aime aller Mais on vers peut avoir ce l'interdit, type de etc. médias-là un peu partout, il n'y a pas de problème, tu as Mais le non, choix. mais Mais en sur fait- les gros canaux de diffusion, est-ce qu'il ne faut pas justement rester transparent, être justement sur refléter la réalité et pas surjouer, aller sur des événements qui sont un peu inutiles pour endormir un peu la population? Mais c'est surtout que l'objectif, c'est de distraire la population pendant qu'on Toujours. fait passer des lois qui auraient un peu gêné certaines personnes, ou faire passer des lois en période d'hiver, comme ça ils savent que bon, les gens ne vont pas faire grève, quoi. Voilà. Non, mais ce sont des stratégies. Hein. Pendant le LKP, ils ont vendu la centrale géothermique de Boulogne, par Mais exemple, voilà, en 2009. carrément. Pendant les manifestations, on a perdu le sol et le sous-sol. Donc effectivement, il faut rester attentif et avoir une double lecture sur ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. C'est un conflit qui date, on va décrypter ça la semaine prochaine, on va essayer de faire une émission vraiment carrée dessus pour expliquer. Mais moi je comprends pas comment un conflit vieux de 8 ans d'âge à minima, tu vois, reviennent sur la place médiatique avec autant de force et des annonces chocs, des attaques ukrainiennes dont personne ne parle en France, puisque c'est l'Ukraine finalement qui attaque en fait dans cette région-là. Il n'y a pas encore de représailles réellement de la Russie. Et silence radio en fait sur les médias. Donc on va tenter d'équilibrer un peu tout ça. Mais il nous faut passer à la thématique du jour, hein, parce que bon, là, on est parti un peu partout. Hein. On va revenir à l'eugénisme donc. Qui commence? Moi, Il est chaud. Donc on part sur l'eugénisme avec Miguel. il va compléter. Première diapo, s'il vous plaît. Est-ce que tu es très bon franchement en termes de transition, maman. Ah ouais. En parlant de double... Tu peux nous présenter déjà un peu l'eugénisme en attendant la première diapo. Mais il y a la définition. Enfin, c'est, Ah, d'accord. c'est- Ah, c'est- d'accord. toi, tu Première t'es pas préparé. Première diapo. Donc voilà, la définition. Donc en fait, l'eugénisme, c'est l'ensemble des méthodes qui vont permettre donc aux individus, enfin toi, moi, les autres, donc d'améliorer d'autres individus, donc un groupe d'individus, par en fait tout simplement une sélection
si ça c'est la méthode la plus simple, ou alors modification génétique, comme donc, la dernière fois on avait parlé des OGM. Ok. Donc ça a commencé à la période de l'Antiquité, et durant cette période, ben, ce qui se passait, c'est que il y avait... Non, justement. Simplement, ils faisaient de la sélection. C'est-à-dire, à la naissance... Du racisme. Ouais, bon, raccourci. Appelle ça comme tu veux. Donc, depuis l'Antiquité, ils font de la sélection des êtres humains qui sont plus viables et les autres qui sont pas. Mais lorsque le bébé naissait, ben, s'il avait une quelconque anomalie visible ou notable, en tout cas, ben, il était... je dirais pas qu'il était exécuté, mais il était mis de côté, quoi. Un peu ce que le film 300 montrait, comme quoi les Spartiates, depuis la naissance, sélectionnaient les meilleurs enfants qui avaient les bons traits physiques, et ceux qui étaient mauvais, bon, ben, ils étaient jetés au bord d'une falaise. Wow. Exactement. Ok. Exactement. Ok, ils faisaient pas dans la dentelle. Ah non, Et qui plus est, ça allait même plus loin, parce que même si l'enfant réussissait à grandir, bah, à l'âge de ses 10 il est ans, trop faible, ouais. il devait passer une épreuve, et en fonction de s'il survivait à l'épreuve ou pas, bah, il était éliminé. Ah ouais. Ah, les Spartiates, Quand on te dit que la vie ne faisait pas de cadeaux, hein. c'était pas aussi Eh ben, dis drastique dans donc. le film. D'accord. Et Donc encore. c'est mignon de regarder 300, mais il faut avoir le background derrière. Miguel. Ok, donc je parlais donc de patrimoine génétique. Donc qui dit patrimoine génétique, donc on parle de gènes. Donc si on veut bien placer. La deuxième diapo. Il a montré. Ah oui. Ah non, Celle Il a montré. d'avant. Mais, ouais, Il a mais juste- pas- Mais c'est pas grave, mais juste avant, c'était juste pour dire que ben, quand on regarde donc, on parle de gènes, les gènes ça se retrouve dans ce qu'on appelle les cellules humaines. Donc c'est encore plus petit que des muscles, c'est encore plus petit que des tissus. Donc vous avez l'échelle de grandeur. Donc on est en dessous du On en a nos mètres. du nanomètre. Molécule. D'accord. Donc en fait, diapo suivante. Bon, c'est pas grave. Bref, donc au sein, Oui, patience. non, c'est pas Allez, grave, vas-y. c'est pas grave. Au sein de la cellule, donc, on a ce qu'on appelle donc le noyau. Et dans le noyau des cellules, vous avez donc le patrimoine génétique qui est représenté par donc l'ADN. L'ADN, qui est acide désoxyribonucléique, qui est donc une macromolécule qui contient donc toute l'information génétique de tous les individus. Alors il faut savoir que tout organisme vivant possède donc ce type d'information génétique. Donc au sein de cette molécule, on a donc ce qu'on appelle des nucléotides, donc qui sont ATGC, donc Adénosine Adénosine. triphosphate. non pas adénosine, adénine, guanine, thymine, adénine, guanine, thymine. Oui. Thymine, Ah, triphosphate. Triphosphate. Attends. Non, c'est Non, pas mais là. c'est pas ça, mais oui. En tout cas, l'ADN ou Comment on appelle ça encore? Bon, là, on est en train de revoir ses cours. Ouais, c'est ça. Yoel. Ça fait longtemps, c'était en médecine. Donc, Adénosine triphosphate. Adénosine, guanine, thymine. Ça, c'est les protéines. Bon, c'est pas grave. Ouais. Bref, donc ce que je voulais surtout dire, c'est que donc dans l'ADN. Ah. Quoi? Cytosine, oui, voilà. Oh là. Ouais, Donc- ah ouais. shame on you. Non, bref, donc je disais que c'est C'est une séquence. non, l'ADN, c'est ce qui représente le patrimoine génétique, c'est quelque chose d'universel et on trouve ça dans tout type de cellules. Mhm. Ce qui va différencier une cellule d'une autre, ben, c'est notamment déjà l'organisme dans lequel il va se trouver, l'individu en question et pas mal de paramètres, l'environnement dans lequel il va se trouver, etc. Donc, ce que je voulais vous présenter, c'est que l'eugénisme on va avoir accès on va parler d'eugénisme, qu'on va modifier ces informations à plusieurs échelles. Donc, on a donc l'échelle, humaine, c'est-à-dire on va éliminer les enfants et les jeter à la poubelle. Catégorie. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'était que vous avez donc ce qu'on appelle donc des séquences, et chaque séquence
d'ADN, les séquences d'ADN sont sur la molécule d'ADN, donc c'est un long brin d'ADN. Et donc dans chaque brin, vous avez ce qu'on appelle des gènes. Et les gènes vont coder pour des protéines, et les protéines vont représenter ce qu'on appelle comment dire, Tu vas un peu loin là, non? des espèces de caractères. Donc imaginons qu'on a une protéine responsable de la couleur des yeux et qu'un individu comme Hitler, par exemple, ne voulait pas des gens qui avaient des yeux bleus. Ben, il voulait des gens qui avaient des yeux bleus. Mais oui. Enfin, On a compris. C'est un exemple. ouais. Donc il aurait pu donc modifier le patrimoine génétique des individus. D'accord. Afin. Donc il faut changer quoi? Pour être précis, il faudrait modifier, intervenir au niveau de la cellule, Et- au niveau de la protéine, puisque c'est la protéine qui visiblement... Alors du coup, si on peut mettre juste la photo où il y a les mutations. Ouais, donc en fait, là, c'était pour vous montrer certaines anomalies génétiques qui se faisaient de façon naturelle. Il y en a aussi qui se font de façon aléatoire ou à cause de l'environnement, d'accord? Donc là, vous avez donc une première séquence d'ADN qui est plus ou moins normale. Et en fait, après, vous allez obtenir donc une protéine ensuite, d'accord? Donc là, c'est rien d'étrange. Mais là, suite à une mutation en dessous, vous voyez que la protéine qui est générée, elle est différente, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle mutation, d'accord? Donc ce que je voulais dire, c'est que si on veut modifier, dans le cadre de l'eugénisme, donc l'individu, il faudra jouer directement au niveau des gènes, au niveau de l'ADN. Voilà. Donc modification de l'ADN directement. Mais Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un stade à respecter, c'est-à-dire est-ce que c'est au moment où l'individu est en train de se faire former ou à n'importe quel âge en modifiant Concrètement, Excellente tu peux question. muter à tout moment parce que par exemple le cancer est une mutation dégénérescente D'accord. où la cellule perd le contrôle et se multiplie de Donc manière à tout moment, incontrôlée. je pourrais avoir les yeux bleus ou je ne sais pas quoi. Si, Alors, je pense qu'il y a des... Enfin, les yeux, ça va. La couleur de peau, je ne sais pas. Même si, par exemple, ça passe à J'allais bizarre. dire, mais Dit comme ça. Clairement, Non, en fait, ça veut oui, dire oui, que le parce corps humain peut le on faire. change de peau tous les 3 mois environ, totalement. Enfin, on change de une nouvelle surface. Donc oui, par exemple. Mais il faudrait vraiment avoir un contrôle Minutieux, microscopique vraiment de la cellule. Hein. Et on sait que les cellules, ça peut être totalement hasardeux et des mutations, on peut en avoir tous les jours. Oui, Donc, donc par en fait, pour répondre à ta question et compléter ce que Yoel a dit, il serait donc plus intéressant de modifier l'individu au... on va mettre la diapo avec... Ça se sent que tu es devenu professeur, hein? Mon Dieu. Là, Et ils s'entraînent. Mais Ouais, donc tout à l'heure on parlait donc de transmission du patrimoine génétique. Donc un individu est représenté, enfin le patrimoine génétique d'un individu est représenté par le patrimoine génétique de sa mère à travers donc les spermatozoïdes et les ovules. Donc on a une partie, donc un demi. J'ai appris un truc sur les spermatozoïdes, je veux étaler ma connaissance quand même un petit peu. Hein. Et vas-y. Un homme produit 1500 spermatozoïdes par seconde et 500 milliards au cours d'une vie. je crois qu'il est capable Ouais. de De peupler Mars. ouais, Un homme peut peupler Mars. il peut féconder 2, 3, 4 fois les femmes de toute la Terre. Exactement, on peut tout féconder. Bon S'il bref, pouvait. c'était une parenthèse. Désolé Miguel. On peut continuer. vas-y. En parlant de féconder toute la Terre, il me semble avoir vu qu'il y a une... je ne sais pas si c'était en Guadeloupe, mais c'est que j'ai vu ça rapidement dans un statut qu'il y a une des demandes de donneurs de sperme, c'est ça? Oui, c'est vrai ou pas? En Guadeloupe? J'ai vu un truc de France Antilles, mais j'ai vu ça vite fait passer. Ils cherchent des donneurs de sperme. La seule question que je me suis demandé, c'est est-ce que l'enfant obtenu par la suite ne viendra pas voir Non. l'individu lui dire papa, Parce qu'en Guadeloupe, ouais, parce que bon, c'est pas possible. je sais que tu es mon père. Il n'y a pas 10 000 personnes avec une tête comme ça, d'accord? Donc, Revenons à nos moutons. Donc, tu venais justement procréation, Oui. les mélanges de patrimoine génétique du père et de la mère. oui, je disais donc mélange un demi du... La moitié, 50%. 50% du patrimoine Ouais. génétique de la mère, 50% du patrimoine génétique du père. Et en fait, la problématique qu'on peut rencontrer des fois, c'est que le père peut être atteint d'une maladie qui n'est pas... comment dire?
Une maladie qui est résiliente. Ouais, résiliente. Pas résiliente. Non. Récessive, donc qui ne se prononce pas. Le caractère n'est pas visible, c'est-à-dire, je sais pas moi. C'est pas dominant. En gros, il va plus prendre le caractère de la mère que du père, en gros. C'est comme les yeux, c'est comme Voilà. un truc comme ça. Les caractéristiques, en tout cas. C'est plus un cas comme, je sais pas moi. Bon, j'ai pas le nom d'une maladie, mais on va imaginer une maladie qui est grave. Si l'individu est récessif, ça veut dire qu'il n'a pas le caractère de la maladie. En fait, c'est pas visible. En fait, il n'est pas malade. La maladie ne s'exprime pas chez Voilà, ça ne s'explique pas. Voilà, il est important, c'est exactement. Merci. Et donc je disais que en imaginant qu'on fasse donc de l'eugénisme, l'idée ça aurait été de choisir un spermatozoïde ou un ovule qui ne porte aucune maladie. De compète. Oui, un de compète. Ouais. Là, j'ai parlé de choisir. Alors là, c'est gentil. Mais si on va plus parle loin. de tripoter là, de tripotouiller. Non, mais là, ça va, c'est gentil. On fait ça pour les porcs, les bovins, tout Ah ça. bon. Intéressant. Oui, on sélectionne sur les animaux, il y a beaucoup de sélections. Mais tu crois qu'ils font quoi, sélection Ouais, je créole, sais tout que ça? par exemple les grosses vaches bien musclées là, ça sortait de ça, mais je pensais pas que c'était devenu aussi. Mais c'est pas de la modification génétique, c'est simplement de la sélection. C'est là. de la sélection. Ah naturelle. d'accord. La sélection. Ok, d'accord. La sélection. On parle de Autant sélection. pour moi. Autant pour moi. Mais comment tu Et- vas arriver à te dire que c'est cette cellule-là, ce spermatozoïde-là ou cet ovule Qui sera le mieux. meilleur Les tests, il parmi faut beaucoup de top. tests. Bah, en faisant des tests, mon petit Daryl. Oh, mais quel genre de test? Ah bon Tests sur- Oui, avec des Mon cher, marqueurs. Avec Miguel. des marqueurs, comme j'ai dit, l'ADN c'est quelque chose d'universel. Donc on met un marqueur qui va donc se fixer sur la séquence qui est problématique. Si ça se fixe pas, c'est que le Bouglabo. Voilà. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau, nous sommes toujours en présence des membres de l'association Wibash et de Mayembe. On finit sur le volet justement de l'eugénisme, Miguel. Oui, donc. Bon, je vais juste résumer et Mayembe va compléter. moi aussi, Martin. Je vais juste. Bon, en gros, l'eugénisme, c'est soit de la sélection d'individus quand ils sont petits, ou soit de la modification du patrimoine génétique à l'intérieur des cellules des individus pour avoir des caractères intéressants. Super individus. Voilà, des super individus selon les critères qu'on a définis. D'accord, d'accord. Donc, est-ce qu'on pourra produire des super êtres humains qui soient tous super intelligents, super beaux et tout le monde est parfait? Est-ce qu'on pourra? On peut déjà, puisque en Chine, en 2018, il y a un monsieur qui a été emprisonné parce qu'il a créé des jumeaux qui résistaient à la maladie du sida. Au virus du sida, pardon. Waouh. Ok, d'accord. Donc, c'est le cadre justement de l'affaire Ejiankui. Exactement. Et du coup, ça a été très décrié en Chine, même en Chine. Hein. Même en Chine. Même en Chine, parce qu'ils n'étaient pas d'accord de créer deux enfants artificiels, entre guillemets. Mais c'est qu'à manger tatou, chauve-souris, mais. Ça mange des fœtus. Et Ouais, c'est ça. Enfin, bref. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Chine est dans une position aussi de domination mondiale et de puissance mondiale. Donc c'est vrai que c'est interdit en Chine, mais malgré ça, on a quand même laissé faire et il passe quand même à la télé. Donc c'est interdit, mais je pense que la Chine s'est permis, dans une dynamique d'être une puissance mondiale, de montrer que nous, déjà, on peut créer notre propre population, on peut créer notre anti-sida, anti-ceci, anti-cela. Donc voilà, je pense que c'est une recherche aussi d'hégémonie mondiale que la Chine a mis en avant. Et le professeur en question, il n'a pas fait un jour de prison, et au contraire, maintenant, ce qu'il fait, il a mis en place, lui, indirectement, mais il a mis en place, on va dire indirectement, tout un processus maintenant où en Chine, on sélectionne les enfants avec leurs caractéristiques génétiques. Ça veut dire qu'on fait les enfants passer des tests, et durant le test, on fait des sélections génétiques, et à la fin, par rapport à tes résultats et à tes gènes, mais on choisit ton enfant pour savoir est-ce qu'il va entrer dans une grande école pour être formé à la fin. Donc en fait, c'est ça en fait. Ça me permet de faire une transition. Donc, c'est ça, en fait, l'eugénisme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'eugénisme, c'est caché par du marketing, c'est caché par tous nos codes sociaux actuels. Et on essaie de nous faire croire que l'eugénisme, que c'est bien. Diapo suivante. Mais pour moi, voilà, diapo suivante, pour la première diapo. Mais pour moi, l'eugénisme, ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, ça, c'est la définition qu'avait déjà mis notre cher ami Garin. Donc, du coup, c'est ça. C'est vraiment... Je suis ton cousin.
cousin, pas ni problème. Mon cousin, mais le plus important, l'idée, c'est de sélectionner les individus d'une population se basant sur leur patrimoine génétique. C'est vraiment ça, en fait. Ils sont C'est-à-dire supposés avoir un meilleur patrimoine un meilleur patrimoine génétique. Diapo suivante, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est intéressant. Voilà. Et comme le dit ce monsieur, Frédéric Worms, qui est président de l'Institut français, de tout ce qui est bioéthique et autres, il dit qu'en fait, que l'eugénisme, qu'en fait, c'est la visite d'un enfant parfait que l'on sélectionne en fonction des critères du bien. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que le bien, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, que la Chine utilise 6 planètes, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, que nos océans sont complètement du grand n'importe quoi, donc qu'est-ce que le bien? Donc c'est toutes ces questions-là, en fait, que l'eugénisme soulève aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, en plus, c'est que eugénisme, de point de vue étymologique, le « e », c'est un rapport au bonheur, donc euphorie, eureka, donc génétique. En fait, c'est le bonheur génétique en fait qui s'essaie de mettre en avant, mais la problématique diapo suivant, c'est que c'est-à-dire que maintenant, c'est savoir entre les mains de qui se trouve justement l'eugénisme. Donc aujourd'hui, il y a un cadre quand même qui est accepté. Comme disait décidément mon cousin, c'est que... Donc la porte d'entrée serait effectivement empêcher... Voilà, empêcher certains mots, MAUX, c'est-à-dire pour empêcher toutes les sources majeures de problématiques. Donc ça peut être le handicap, la mort, la souffrance et autres. Donc coronavirus, puisque là ils veulent en finir une bonne fois pour toutes avec les coronavirus. C'est ça. Donc là on pourra sûrement faire de l'eugénisme, c'est tout à fait possible, donc par rapport à des maladies. Et là, dans ce cadre-là, on fait des interventions préconceptionnelles, c'est-à-dire à la naissance ou en tant qu'embryon, avant ou avec les spermatozoïdes et les ovules, pour ne pas avoir les maladies qui peuvent exister. Donc ça, c'est le cadre accepté. Mais donc jouer avec des embryons. Ouais, déjà, manipuler un peu. C'est ça, embryons. On manipule déjà. Mais maintenant, dans la diapo suivante, je vais montrer qu'il y a quand même des dérives, en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les dérives, c'est qu'on veut mettre en place des caractéristiques physiques en place. On veut mettre en place... Voilà. Mais aujourd'hui, la question est très simple. Qu'est-ce qu'une caractéristique physique? Ça veut dire, moi, je suis plus grand que tout le monde ici. Est-ce que c'est une caractéristique physique qui fait que je suis plus intelligent que tout le monde ici, en fait? Donc, en fait, quelle est la définition du bien, du mal, de l'intelligence, comme je l'ai mis? Quelle est la définition d'un enfant parfait, en fait, d'un être parfait? Parce qu'on a vu dans l'histoire de l'humanité, Hitler a voulu dire qu'il y avait des hommes parfaits. Nous aussi, on l'a subi quelque part avec l'esclavage, que le noir n'était pas parfait. Donc, qu'est-ce qu'un être parfait? Et l'eugénisme, en fait, mis entre les mains des mauvaises personnes, ça peut donner juste du grand n'importe quoi. Et on a subi de l'eugénisme ici en Guadeloupe, hein, lorsqu'on a eu toutes ces femmes qui se sont fait ligaturer des trompes parce qu'elles allaient faire des enfants noirs qui n'étaient pas justement adaptés ou qui n'étaient pas vus comme étant porteurs de civilisation. Ça peut aller jusqu'à là. Ça veut dire que bientôt, ça veut dire que si on continue dans ce sens-là, il peut y avoir une loi qui décide que toute personne noire ou venant d'Afrique depuis 2 décennies n'a plus le droit de se reproduire. Ne peut pas se reproduire parce que, d'un point de vue génétique et par rapport au code culturel d'aujourd'hui, qu'on peut avoir des soucis. Diapo suivante, pour terminer. Donc c'est vraiment ça, en fait, l'eugénisme. Il faut vraiment prendre conscience que, effectivement, aujourd'hui, l'eugénisme nous met dans une situation où on ne peut plus... où on ne veut plus appartenir à l'humanité, mais au code de l'humanité. Donc, en fait, la faiblesse, c'est que, très simplement, c'est que l'eugénisme, en fait, crée des hommes qui sont des hommes de productivité, mais pas des hommes forcément épanouis. Ça veut dire que, aujourd'hui, si je crée un enfant, je veux qu'il soit productif pour aller à l'école, avoir les meilleures notes. On fait déjà une projection sur le gamin, il n'est même pas encore là. Il n'est pas encore là. Mais il sera avocat, bon, il a les gènes pour, il sera avocat, il aura une bonne mémorisation. Donc, il sera savant, on va parler de lui. Par contre, son épanouissement, on ne sait pas. Ouais. Et un être épanoui, je pense que c'est ce qui fait que l'humanité aujourd'hui existe. Mais on ne cherche pas le bonheur, par exemple, on cherche la réussite. Donc, en parlant d'épanouissement et de bonheur, juste pour compléter sur l'exemple chinois, donc, par rapport à l'école dont il parlait, l'idée c'est qu'ils se disent qu'un individu qui a des prédispositions pour être pianiste, par exemple, ou des prédispositions pour être chanteur, ben, s'il se retrouve dans un environnement, parce que tout à l'heure je vous ai dit que l'environnement a un impact sur la génétique. Donc, s'il se retrouve dans un environnement qui ne va pas mettre en valeur ou élever cette capacité, ben, elle sera étouffée et tout simplement, il ne va pas pouvoir s'épanouir. Et donc, être heureux peut-être. Donc, peut-être c'est
Ouais, c'est ça. Peut-être que nous, on se trompe. Hein. Je suis mitigé sur ça. Ah ouais, bon, on est très alors franchement, là, ça c'est une boîte de Pandore, sincèrement. Moi, j'aime Il y a bien aussi- le progrès, j'adore la science, c'est génial tout ça. Mais ça, il y a des lois internationales qui interdisent justement de faire certaines expériences. Et il y a des raisons, en fait. Je pense qu'il y a des raisons. On a déjà eu quand même pas mal d'essais pendant une certaine période sombre de l'histoire, n'est-ce pas? Et je pense qu'ils savent qu'il y a des choses à ne pas reproduire, comme cette sélection génétique. C'est chelou. C'est très clairement chelou. Mais on en parlera, je pense qu'on devrait rebalancer un petit coup, puisque les élites de ce monde sont eugénistes pour la plupart et transhumanistes. Donc, après, j'aimerais juste qu'on mette la diapo sur le marketing parce que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, marketing, eugénisme, c'est clair que quand on le dit comme ça n'a aucun sens. Mais il faut lire un peu la définition du marketing. En fait, c'est l'ensemble d'actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir ou éventuellement stimuler des besoins des consommateurs. Donc c'est ça en fin de compte. C'est cela en fait qui est le problème. C'est-à-dire que comme on veut stimuler maintenant des nouveaux besoins de consommateurs, donc on peut dire que l'enfant adapté de demain, c'est celui qui fera 1m80, qui sera avocat, qui ira dans cette boîte-là et autres. Je rappelle par exemple qu'est-ce que le marketing a réussi à nous faire aujourd'hui. Vous voyez l'Apple Watch que tout le monde fait. Je ne contre Apple, hein, mais l'Apple Watch que Apple, connaît votre rythme cardiaque, le nombre de globules que vous avez en vous, enfin, il sait tout. Il y a 10 ans avant, c'était impossible que quelqu'un mette sur lui une montre où on pouvait savoir où il allait être tracé, le battement de son cœur, c'était impossible. Avec du marketing, on peut vous vendre tout n'importe quoi. Donc l'eugénisme, en fait, on passe par le marketing pour vous vendre de l'eugénisme. Donc en fait, c'est vraiment pour attirer le regard des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Faites attention. Pour du marketing, pour vous faire croire que l'avenir de votre enfant, c'est d'être le futur grand pianiste ou grand guitariste selon les gènes, on peut vous faire avaler n'importe quoi et on peut créer justement une société de personnes qui répondent aux caractéristiques des personnes qui ont, encore une fois, de l'argent. Et bien sûr, juste pour terminer avec ce sujet, moi, ici, il y a personne, je ne sais pas, qui touche des millions d'euros, des milliards d'euros. Donc je ne pense pas que la séquence génétique qu'on va avoir, ce sera pour être futur milliardaire dans quelques années. Donc les personnes qui font ça, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire que dès la naissance, tu seras un ouvrier ou tu seras quelqu'un de la classe moyenne. Le projet à terme, ce serait pouvoir pas forcément de les supprimer, ces êtres humains-là, mais de classifier et de prédestiner les gens et savoir à qui ils donneraient des chances, donc du crédit social, et à qui ils n'en donneraient pas. Et ils vont te dire, c'est pas de ma faute. Ce sont tes gènes. Ce sont tes gènes. Donc c'est on va mettre juste la triste à dire responsabilité. pour l'humanité qui a, je rappelle, ça fait 7 milliards d'années que nous sommes sur Terre. Deux personnes qui ont 20 ans, 30 ans de vie veulent décider comment va être l'humanité pour le reste de sa vie. C'est juste hallucinant. Clairement, Voilà. clairement. Et quand on voit dans les mains de qui on remet notre avenir, moi je prends un exemple tout simple. Anthony Fauci, conseiller spécial américain sur la gestion de crise Covid, il s'est fait choper en 2015 parce qu'il fait des expérimentations interespèces, l'eugénisme aussi, puisqu'on cherche à puiser des gènes qui sont exprimés chez des animaux et qui pourraient être compatibles aussi avec l'être humain. Et je le dis, Anthony Fauci qui lui a mené des expérimentations, donc il s'est fait choper pour ça, parce qu'il prélevait des scalpes donc de bébés, de fœtus avortés ou non avortés qui étaient assez viables, pour les greffer sur des crânes de rats pour regarder effectivement si leurs cheveux continuent de pousser. Et ça, ce sont des travaux qui sont... C'est très sensible puisque c'est sur l'interespèce et ça nous montre un peu où est-ce que justement l'élite de ce monde veut nous emmener. On va clore le sujet. Parce que sinon, il faudrait aller trop loin. Mais garçon, on est déjà très loin, trop loin peut-être. Yoël. Donc je vais vous présenter une application qui a fait le buzz dernièrement. Diapo suivante, je sais pas si... Donc on va sur une application. Donc c'est une petite surprise pour ce soir. Oui, Elle fait quoi, ton elle appli s'appelle Élise. Alors vous pouvez la trouver Élise. sur... oui. Lucé. Non. D'accord. Élise comme Élysée, oui. Alors concrètement, c'est deux développeurs totalement... qui n'ont aucun parti pris, qui se sont amusés à mettre des... à faire un sorte de Tinder
de la politique. Un Tinder de la... Ouais, on va dire ça comme ça. Un Tinder de la Alors, politique. j'étais censé Donc vous c'est bon, montrer voir si des je match. images. Je pourrais voir si je match avec... Exactement, Pécresse avec ou- Éric Zemmour ou avec... peu importe. exactement. Ah ouais. Alors en fait, c'est très intéressant comme concept car ça vous met, en fait, plutôt que de choisir des personnes, et c'est là où je trouve ça très intéressant, on vous fait choisir des idées. Vous savez les promesses qu'ils font à chaque fois, etc. Alors l'application vous présente un à un chaque idée et vous dites si vous aimez, si vous aimez pas. Au bout de 25 ou 50 interactions, choix, vous avez un score qui vous dit concrètement, vous êtes pour telle personne parce que vous y avez telle chose pour lesquelles vous êtes pour et telle chose pour lesquelles vous êtes contre en fait. D'accord. Donc c'est on très définit intéressant. ta compatibilité, pas par rapport au physique comme sur Tinder, Exactement. mais sur le profil finalement des candidats et les programmes des candidats. Exactement. Je trouve ça très intéressant et très novateur parce que bon, ils ont fait le buzz vraiment malgré eux parce que c'était quelque chose d'intéressant. Enfin, c'était quelque chose. Enfin, ça nous permet de plutôt que de voter pour un personnage. C'est la problématique actuellement quand on veut voter, quand les jeunes veulent voter parce qu'ils sont pas là parce que telle personne qu'ils n'ont pas connue ou que François Hollande, son père, etc. Non, on est là pour des idées, pour des choix. Et souvent, la politique profite du fait qu'on oublie les promesses qu'ils ont faites. On oublie pourquoi on a voté pour telle ou telle personne et pourquoi on n'a pas voté pour telle personne. Et j'aime bien cette application parce que ça remet les pendules à l'heure et on se dit ok, voilà pourquoi j'ai choisi parce qu'il y avait et ça permet aussi de découvrir et de démystifier le programme de certains candidats parce que par exemple bon j'ai passé l'application à ma sœur, il y avait beaucoup de choses qu'elle comprenait pas avant de c'est quoi tel mot certains choix qu'elle n'aurait jamais su, pourquoi on voterait pas pour telle personne plutôt que Éric Zemmour ou Emmanuel Macron. Et c'était très intéressant du coup parce que aussi même les adultes là où ils pensaient être par exemple de droite ou de gauche, j'ai fait le test avec quelqu'un que je ne citerai pas, pensait être de gauche et finalement s'est rendu compte qu'elle était très de droite à force de faire des choix et de voir que donc on peut découvrir son orientation politique aussi. Ah oui, je trouve que c'est très intéressant parce que ça remet un peu les pendules à l'heure de la politique parce qu'à la base on vote plus pour des décisions et pas pour des personnages et c'est devenu très centré sur des personnages. Donc ce genre d'évolution là c'est intéressant, mais j'aurais aimé que ce genre d'application ait des évolutions où, par exemple, on puisse le faire descendre au niveau régional, départemental ou municipal. Parce que comme pas ça, que sur les localement... présidentielles, mais aller sur toutes les échéances électorales. Et derrière, faire un sorte de compte-rendu, c'est-à-dire qu'on voit clairement pourquoi ce qu'on a choisi, pourquoi telle personne, les promesses qu'il a faites, et... à la fin de son mandat, on voit le bilan. Vraiment, voilà, exactement, le bilan. Qu'est-ce qui a été respecté, qu'est-ce qui n'a pas été respecté. On pourrait partir plus loin et faire en sorte que les créateurs mettent des liens vers tel article qui dit que Emmanuel Macron a pris telle décision. On ne sait pas si on pourrait pas pousser jusque-là, mais franchement, je pense que l'application idéale pour la politique, ça serait ce genre d'application totalement neutre et qui nous permettent d'avoir une vraie vue d'ensemble de la politique et des choix qu'on a pris. Pourquoi on vote pour un tel ? On ne sait pas. Je ne sais même pas. Je ne sais pas pourquoi on a voté pour Macron. Parce que la plupart du temps, tu vas demander aux gens. Et ils vont te dire bon, que l'aspect du candidat leur plaît, ou bien bon, c'est une femme, ou bien... Pourquoi ? Parce que plus personne ne se rappelle des promesses, plus personne ne se rappelle du programme qu'il avait mis en place et pourquoi ce qu'il voulait changer. Éric Zemmour, tout le monde sait un petit peu, mais est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que c'est un programme ? Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de tout le temps voter pour le moins pire, finalement ? Alors peut-être que voter pour des idées, ça serait intéressant. Et même là... Même là, ça nous permettrait d'avancer et de vraiment avoir un retour sur investissement, entre guillemets. Voilà une image, par exemple, à gauche, on peut voir les catégories des propositions et à droite, les candidats. Bon... c'est très intéressant. Et en fait, normalement, à droite, vous pouvez voir le pourcentage de votre Compatibilité. oui, de votre compatibilité avec tel ou tel candidat.
Donc voilà. Excellent, C'est très belle intéressant. découverte en tout cas, Yoel. Donc par exemple en bas on peut voir il y a 3 icônes. L'icône en bas à gauche c'est pour aller sur Tinder entre guillemets, faire les choix entre les différentes choses. Au milieu c'est pour voir avec qui on est compatible et tout à droite c'est pour prendre juste connaissance. Donc voilà. Très bien. Donc l'application s'appelle Élysée, E-L-Y-S-E, est disponible sur ZE, pardon. Oui, exactement, ZE. Je viens de la télécharger, donc elle est disponible de toute façon Tu nous sur les montreras plateformes. ton score. Ah, moi j'étais surpris personnellement. Ah, moi, je J'étais pense très faire un surpris. gros zéro. Hein. Franchement, moi et la politique, on n'est pas encore tout à fait d'accord, puisque comme Yoel l'a bien souligné, on ne fait pas de la politique d'idées, on fait de la politique d'hommes depuis des décennies. Et moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. La question que je me pose, est-ce que l'intérêt de cette application-là, ce serait justement de mettre les idées plus en avant que la personne. Mais est-ce Exactement. qu'à force, d'un point de vue marketing, quand les candidats vont se rendre compte que voilà, il y a des idées qui sont plus prises que d'autres, mais Est-ce tout qu'ils le monde n'ont pas puisé sur l'application pour se Est-ce dire que bon, j'adapte? l'objectif finalement, ce n'est pas de les patronner un petit peu aussi. Est-ce que c'est pas Excellent. justement ce qu'on veut? C'est pas Excellent. grave. Niveau marketing, au contraire, les personnages sont devenus marketing finalement. Qu'alors qu'on devrait marketiser entre guillemets les idées et les objectifs. Ça, on sait ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous l'apporter? Que ça soit Macron, qu'importe. Exact, Tant qu'il exact. nous apporte ce Exact. qu'on veut. Donc voilà. Exact. Arrêtons de mettre des incompétents à certains postes à responsabilité. Là, il y a une enquête qui est sortie, donc Les Infiltrés, de Monsieur Aron. Une belle enquête, puisqu'il démontre un peu que depuis 15 ans maintenant, donc, la France est dirigée littéralement par des cabinets conseils. La crise Covid a révélé ça avec des agences comme McKinsey, qui ont touché des millions d'euros pour faire finalement le travail des élus et des hauts fonctionnaires. Et ça interroge effectivement sur les capacités de chacun et savoir s'ils sont vraiment à une place adéquate. En tout cas, moi j'aime bien le principe de l'application. J'attends de voir la déclinaison locale. My God. Justement, c'est ce que j'allais dire. Et j'envoie un petit message à notre petit président, notre grand président de l'association Webash, et qui n'a toujours pas d'eau apparemment. À quand donc l'application Webash qui nous permet donc de trouver notre match Tinder? Est-ce que c'est Chalus? Est-ce que c'est je ne sais pas qui? Moi j'aimerais bien voir un petit. Est-ce que c'est Chalus? Est-ce que c'est Uluel? Est-ce que c'est J'aurais bien, franchement, j'aurais est-ce que c'est Garin Miguel? Est-ce que c'est Qui sait? Hein, on ne sait pas. Hein? au moins, tu auras un programme, des idées, tu vois. Mais clairement, je suis sûr que toi au moins tu sortirais avec un programme bien établi, une feuille de route pour bien tout mener à bien. Qui sait? Non mais oui. On plaisante, Miguel, tais-toi. J'avais déjà. Vous m'avez motivé là. J'étais parti pour la guerre, moi. Chemise à bord. Non. Mardi prochain, je présente mon programme politique. Merci beaucoup, Miguel. J'avais fait un montage, il y avait toi dedans. C'est Oh. dommage. Ouais. Non, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, merci les gars d'être venus sur ce plateau ce soir, de nous avoir expliqué justement le concept de l'eugénisme. Et merci à toi, Yoel, pour la présentation de cette nouvelle application Élise, donc E-L-Y-S-E. Et Z-E. Pourquoi je dis c'est Y-Z-E? Pourquoi je dis S? Parce que Élysée, normalement, c'est S. Bref. Donc, effectivement, découvrez cette application et voyez vos compatibilités. J'aurais bien besoin de voir qui est très proche d'Éric Zemmour ici dans ce pays. Allez, une bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Bisous, bisous.